Bonjour à tous, la géothermie, ça vous dit quelque chose? C'est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes de notre globe terrestre. Mais attention, la géothermie, c'est aussi la technologie qui permet d'exploiter la chaleur de la Terre, par exemple pour chauffer nos maisons ou encore pour produire de l'électricité. En tout cas, c'est une source d'énergie renouvelable, ce qui est plutôt bon par les temps qui courent. Et elle se développe de plus en plus en France. C'est pourquoi nous avons décidé d'y consacrer ce nouveau dossier. Voici le sommaire. Chaud devant, c'est parti pour la géothermie. Pour comprendre de quoi il s'agit, il suffit de regarder le mot géo pour la terre et therme pour la chaleur. Il s'agit donc de l'exploitation de la chaleur de la Terre. Et ça, nous savons le faire depuis des millénaires. Des sources d'eau chaude pour se relaxer, au chauffage de la maison, en passant par la production d'électricité, les applications de la géothermie sont nombreuses. Mais savez-vous d'où vient cette chaleur exactement? Et comment est-il possible de la récupérer et de l'utiliser? Cette source d'énergie, respectueuse de l'environnement, n'a pas fini de nous surprendre. Elle se développe un peu partout dans le monde, mais pas toujours avec les mêmes techniques. Et oui, géothermie haute énergie, géothermie basse énergie et géothermie très basse énergie. Il en existe plusieurs types. Alors, quelles sont les différences et dans quelles régions du monde sont-elles présentes? Allez, c'est parti pour un dossier bouillonnant de surprises. La chaleur de la croûte terrestre, qui est sous nos pieds, varie en fonction des régions du monde. Évidemment, dans les zones volcaniques, cette chaleur est plus facilement accessible, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être exploitée ailleurs. D'ailleurs, la France, et notamment l'Île-de-France, sont de très bons exemples. On va y venir. Mais commençons par l'essentiel. D'où vient cette chaleur de la Terre? Eh bien, pour le comprendre, nous allons explorer les profondeurs de notre planète. On va casser une petite croûte terrestre. On dit que la Terre est une véritable chaudière. Comment ça, une chaudière? Oui, on peut dire ça, et tu vas comprendre pourquoi. Épluchons un peu notre planète. La croûte terrestre que tu vois ici, et qui fait en moyenne 30 km d'épaisseur sous les continents, est chaude. Et sa température augmente progressivement lorsqu'on descend en profondeur. Mais d'où vient cette chaleur? Eh bien, elle provient, mais en partie seulement, du centre de la Terre, du noyau interne où les températures atteignent plus de 5000 degrés Celsius. Cette chaleur, issue de la formation de la Terre, rayonne et remonte lentement vers la surface en traversant le manteau jusqu'au moment où elle rencontre la croûte terrestre. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'explication. Ah bon? Et l'autre raison? Eh bien, pour l'essentiel, la chaleur provient des éléments radioactifs qui sont présents à l'état naturel et en grande quantité dans les roches de la croûte terrestre et du manteau supérieur de la Terre. Il s'agit du thorium, de l'uranium et du potassium. En se désintégrant naturellement, ces éléments radioactifs libèrent de la chaleur. C'est ce phénomène qui est à l'origine de 90% de la chaleur interne de la Terre. Ok, compris. Mais elle est chaude comment, notre croûte terrestre? Alors là, ça varie en fonction des régions du globe. Dans certaines zones volcaniques, la chaleur de la croûte terrestre peut augmenter de 100 degrés tous les 100 mètres. Cela veut dire qu'à 100 mètres de profondeur, la température est d'environ 100 degrés, à 200 mètres de profondeur, 200 degrés, etc., etc. C'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. C'est l'enfer! Mais ce n'est pas le cas partout. Dans les zones non volcaniques, les régions dites stables du globe, le gradient géothermique est en moyenne de 3 degrés par 100 mètres. Ouf, j'ai eu chaud. Et chez nous, c'est comment? Là aussi, cela dépend des régions. En Alsace ou en Auvergne, ce gradient peut atteindre 8 à 10 degrés par 100 mètres. Sous la région parisienne, le gradient est plus faible, en moyenne 3,3 degrés par 100 mètres. Mais c'est suffisant pour récupérer et exploiter cette chaleur. 3,3 degrés Celsius, c'est pas beaucoup pourtant. Non, mais le bassin parisien bénéficie de conditions favorables, car il faut aussi de l'eau pour transporter et remonter cette chaleur. Or, son sous-sol est composé de plusieurs couches de roches poreuses qui sont gorgées d'eau chaude. On appelle cela des aquifères. Par exemple, si l'on creuse entre 1600 et 2000 mètres de profondeur, on trouve l'aquifère du Dogger. C'est un ensemble de roches calcaires qui s'est formé à l'époque du Jurassique il y a 170 millions d'années.
La température de l'eau du Dogger varie entre 55 et 85 degrés en fonction de sa profondeur. C'est principalement cet aquifère profond qui est exploité en Île-de-France pour chauffer des dizaines de milliers de bâtiments et de logements. C'est ça l'énergie géothermique? Oui, c'est l'exploitation de la chaleur de la Terre pour chauffer des habitations par exemple. Mais pas seulement. Dans les régions volcaniques où le sous-sol est très très chaud, on peut aussi aller capter en profondeur des eaux bouillantes ou même directement de la vapeur d'eau sous pression pour faire tourner des turbines et produire ainsi de l'électricité. Waouh! C'est géant la géothermie. En matière de géothermie basse énergie, c'est-à-dire pour chauffer des maisons et des immeubles, l'Île-de-France est une région particulièrement active. En effet, il y a plus de 40 centrales de géothermie, ce qui permet de chauffer environ 350 000 logements. Alors, comment fait-on pour exploiter cet aquifère du Dogger dont on vient de parler, pour chauffer et pour approvisionner en eau chaude sanitaire des quartiers entiers? Regardez, on a creusé le sujet. Chauffer une ville avec la chaleur de la Terre, c'est possible ça? Bien sûr, grâce par exemple à la géothermie profonde. Tiens, on va prendre un exemple. L'Île-de-France, c'est la plus grande concentration de réseaux géothermiques d'Europe. Ok, mais on va la chercher où cette chaleur? Elle se trouve dans le sous-sol, sous le bassin parisien. Entre 1600 et 2000 mètres de profondeur, il y a l'aquifère du Dogger, une formation géologique composée de roches calcaires vieilles de 170 millions d'années. Ces roches sont gorgées d'une grande quantité d'eau dont la température varie de 55 à 85 degrés en fonction de la profondeur. C'est cette eau, ou plutôt sa chaleur, que l'on exploite. Mais comment on fait pour la récupérer à cette profondeur? Eh bien, on creuse d'abord un premier forage. C'est le puits de production, par lequel on va puiser l'eau géothermale. Comme à cette profondeur, elle est sous pression, elle remonte naturellement. Mais en général, pour avoir plus de débit, on rajoute une pompe. Une fois en surface, cette eau à environ 70 degrés arrive dans la centrale de géothermie où elle passe dans un échangeur thermique à plaques qui va permettre de récupérer et transmettre sa chaleur à un deuxième réseau d'eau, le réseau de distribution. Après avoir cédé sa chaleur, l'eau géothermale est réinjectée par un autre puits dans l'aquifère du Dogger à environ 1500 mètres du point d'extraction. Ainsi, elle ne viendra pas tiédir l'eau qui sera pompée et elle pourra se recharger progressivement en chaleur. Cette eau des profondeurs circule donc en circuit fermé. C'est ce que l'on appelle la boucle géothermale. Ah ça je comprends. Mais pourquoi on utilise un échangeur thermique? Parce que l'eau de l'aquifère du Dogger est une eau de mer très ancienne, chargée en sel, en minéraux et en gaz dissous. Elle est très corrosive, donc ce serait une mauvaise idée de la transporter à travers toute la ville. Revenons à l'échangeur de la centrale géothermique. À cette étape, la chaleur est transmise au réseau de distribution urbain composé de tubes isolés et enterrés qui passent dans toute la ville. C'est un réseau d'eau douce qui lui-même va apporter la chaleur au pied de chaque immeuble où des sous-stations équipées elles aussi d'échangeurs thermiques vont à leur tour échanger la chaleur avec les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire de chaque immeuble. Ces différents circuits d'eau sont donc séparés les uns des autres et n'échangent entre eux que la chaleur. Génial! Plus besoin de centrales thermiques qui polluent et rejettent du CO2 dans l'atmosphère alors? Disons, presque plus besoin. Car en hiver, lorsque la production de chaleur géothermique n'est pas suffisante, on utilise en renfort des moyens de production complémentaires. Par exemple, une pompe à chaleur. C'est un système qui fonctionne en complément de la centrale de géothermie. La pompe à chaleur va absorber une partie de la chaleur résiduelle du réseau qui revient à la centrale pour la concentrer et la restituer au réseau qui part de la centrale. Ainsi, au lieu de produire de l'eau à 70 degrés, on la produit à 80 degrés. On peut également utiliser des centrales de cogénération. Ce sont des centrales alimentées au gaz naturel qui, grâce à une turbine, produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. La chaleur des gaz d'échappement de la turbine est récupérée et vient ainsi compléter la chaleur produite par géothermie. Astucieux, comme ça rien ne se perd. Oui. Et enfin, le réseau est aussi équipé de chaufferies d'appoint, elles aussi alimentées au gaz. Elles se mettent en marche quand il fait vraiment très froid et que les centrales de géothermie et de cogénération s'avèrent insuffisantes. Elles peuvent aussi être utilisées lorsqu'il y a un incident ou des travaux sur le réseau pour fournir la chaleur dans le quartier concerné. Tout cela,
C'est ce que l'on appelle un mix énergétique. Ah, ça me réchauffe le cœur, on ne risque pas d'avoir froid alors. Chauffer des maisons grâce à la chaleur de la Terre, finalement, ce n'est pas nouveau. Dans la petite ville de Schautzegg, qui se situe dans le département du Cantal, un réseau de chauffage par géothermie a été mis en place dès le Moyen-Âge, en 1332 précisément. Voici la longue aventure de la géothermie au fil du temps. En route pour retracer l'histoire de la géothermie. Et une chose est sûre, l'utilisation de la chaleur de la Terre ne date pas d'hier. La civilisation des Étrusques, qui vivaient il y a 3000 ans dans la partie centrale de l'actuelle Italie, fréquentait déjà les sources d'eau chaude, à des fins religieuses d'une part, mais aussi pour se soigner. 1000 ans plus tard, les Romains s'emparent de l'Italie et héritent de ces pratiques. Les bains thermaux sont extrêmement prisés et deviennent un élément essentiel de la civilisation romaine. Si bien qu'ils les améliorent. Ils inventent notamment des techniques qui permettent de chauffer de grandes quantités d'eau dans des chaudières. Ainsi, pour se prélasser dans un bain chaud, plus besoin de sources d'eau chaude à proximité. Public ou privé, les bains sont ouverts à tous et sont fréquentés par toutes les catégories sociales à des fins hygiéniques, mais aussi comme lieu de rencontre et de culture. Ils se répandent ensuite rapidement dans les pays arabes, turcs, mais aussi en Islande. Direction maintenant le Moyen-Âge dans un petit village français appelé Schautzegg dans le Cantal. Sa particularité, il possède la source d'eau la plus chaude d'Europe, 82 degrés Celsius. C'est la source du Par. Au XIVe siècle, la ville utilise cette source pour chauffer quelques maisons grâce à des tuyaux en bois. C'est le premier système de chauffage urbain par géothermie au monde. Petit à petit, ce système sera utilisé dans toute la ville. À partir du 19e siècle, notre utilisation de la géothermie va prendre un nouveau tournant. Nous entrons dans l'ère industrielle de la géothermie. Premier exemple, avec François de Larderel, un entrepreneur français qui, en 1818, installe son entreprise à Monteserboli, en Italie. Son but, récolter l'acide borique déposé par la vapeur des sources pour l'utiliser à des fins commerciales. Antiseptique, fertilisant ou insecticide, l'acide borique peut avoir de nombreuses utilisations. Mais le récolter n'est pas chose facile. Il faut de la chaleur qui jusqu'ici était fournie par des feux de bois. En 1827, Larderel met au point une technique qui permet de remplacer le bois par de la vapeur d'eau directement extraite des sources. Conséquence, un gain de temps, d'argent et des rendements plus importants. Pour cette découverte, le duc de Toscane décide de renommer la ville Larderello en son honneur. Au XXe siècle, la production d'électricité géothermique se développe doucement. En 1960, une cinquantaine de champs dits à haute énergie, c'est-à-dire capables de produire de l'électricité, ont été identifiés un peu partout dans le monde. La puissance électrique mondiale fournie par la géothermie s'élève à 400 MW électriques, soit à peine la moitié de la puissance d'une seule tranche d'une centrale nucléaire. C'est un début. Pendant les années 1970, 2 crises pétrolières vont changer la donne. Le prix du pétrole s'envole. Conséquence, la recherche et l'utilisation de ressources alternatives au pétrole s'intensifient et la géothermie est au rendez-vous. Ainsi, le nombre de centrales d'électricité géothermique augmente de 17,5% par an pour arriver en 1980 à 2500 MW, soit 6 fois plus qu'en 1960. Pour ce qui est de la géothermie pour le chauffage, une expérience significative a eu lieu en 1969 à Melun, en Île-de-France. C'est le tout premier réseau de géothermie utilisant la technique du doublé, c'est-à-dire qu'un puits de production remonte de l'eau chaude d'une nappe souterraine profonde qu'on appelle le dogger, et une fois la chaleur de l'eau extraite, un autre puits de réinjection renvoie cette eau dans sa nappe d'origine. On appelle ça la géothermie sur aquifère profond. Cette installation fonctionne toujours et chauffe aujourd'hui plus de 5000 logements. Son succès va pousser les pouvoirs publics à répondre aux crises pétrolières en soutenant de nouveaux projets de géothermie.
Toutes les conditions sont réunies. Les énergies concurrentes sont chères. Le gouvernement soutient financièrement les projets de géothermie et la réglementation sur l'utilisation des sous-sols se clarifie. Conséquence, plus de 70 centrales géothermiques de ce type sont construites entre 1981 et 1986, essentiellement en Île-de-France et en Aquitaine. La plupart sont utilisées pour alimenter des réseaux de chauffage urbain. « 1986, mauvaise nouvelle pour la géothermie. Le prix du pétrole chute, ce qui entraîne la baisse du prix des énergies traditionnelles. La géothermie devient donc moins attractive. S'ajoutent à cela plusieurs problèmes techniques. En effet, bactéries et sulfures rendent l'eau du Dogger corrosive, c'est-à-dire qu'elle endommage les installations. Percement des tubages et des pots entravent le bon fonctionnement de certaines centrales. Problèmes économiques et problèmes techniques marquent une période noire pour la géothermie. Si quelques centrales sont fermées, personne ne baisse les bras. Des traitements contre la corrosion sont mis en place et les pouvoirs publics incitent les organismes financiers à renégocier les emprunts. Grâce à ces efforts, la plupart des exploitations géothermiques restent ouvertes, si bien qu'actuellement, en Île-de-France, environ 350 000 logements sont alimentés en eau chaude grâce à la géothermie. ONG, représentants de l'État, syndicats, communes, départements, en 2007, un grand nombre d'acteurs de la vie française se retrouvent afin de prendre des décisions sur l'environnement et le développement durable. C'est le Grenelle de l'environnement. Au programme, 6 grands chantiers, dont 3 qui concernent directement la maîtrise de l'énergie. Finalement, l'objectif retenu est d'augmenter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation française pour 2020. Et en matière d'énergie renouvelable, la moitié de l'effort doit être fait au niveau de la chaleur. Celle-ci peut être issue de la biomasse, du solaire, mais aussi de la géothermie. Et oui, une des pistes adoptées en 2007 est de multiplier par 6 la production géothermique en France. Alors, rendez-vous en 2020 pour observer le résultat. Alors on a parlé de la géothermie dans le bassin parisien, mais il y a bien d'autres régions françaises qui exploitent cette source d'énergie. Je vous propose maintenant de faire un tour de France et même un tour du monde des grandes réalisations géothermiques, avec une pensée particulière pour nos amis de Guadeloupe, qui ont la chance, grâce au volcan La Soufrière, de produire de l'électricité. Allez, bon voyage! L'Île-de-France est la région française la plus emblématique en termes de géothermie. Ici, c'est la géothermie basse énergie qui s'est énormément développée. La géothermie basse énergie est une source d'énergie à partir d'une eau qu'on capte dans les profondeurs du sous-sol à des températures comprises entre 15 et 90 degrés environ. Et elle sert à produire de la chaleur pour des réseaux de chauffage urbain ou pour des installations de plus petite taille. Et elle sert également à produire de l'eau chaude sanitaire. La région Île-de-France bénéficie pour la géothermie d'un contexte très favorable. On a à la fois une ressource en eau chaude dans les profondeurs du sous-sol, donc ici à Villejuif par exemple à 1800 mètres de profondeur, où on a de l'eau à 70 degrés, et cette ressource est par ailleurs valorisable en surface, puisque l'on a beaucoup de logements et beaucoup d'habitations qui nécessitent du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, vous savez, c'est celle qui sort de notre robinet. En effet, l'Île-de-France est une région particulièrement active puisqu'elle accueille plus de 40 centrales géothermiques, chauffant environ 350 000 logements. Et tout ça grâce à l'aquifère du Dogger. L'aquifère du Dogger est en fait une nappe d'eau souterraine qui se situe dans les profondeurs dans la région parisienne. Et ce sont donc des formations rocheuses, donc des calcaires, qui contiennent de l'eau chaude dans la porosité de la roche. Et cette eau circule, donc on peut la capter en faisant des forages. Attendez! Alors, cette nappe ne ressemble pas à une poche d'eau ? Alors ce n'est pas une poche d'eau, effectivement, c'est une formation rocheuse. Il faut avoir l'image par exemple d'une plage où il y a du sable et dans ce sable l'eau circule. Et en fait là on représente un petit peu aussi cet aquifère du Dogger comme une masse rocheuse dans laquelle l'eau circule. Mais ce n'est pas une poche d'eau, effectivement. La région géothermique française la plus emblématique est l'Île-de-France. Mais si vous habitez loin de la capitale, ne vous inquiétez pas. On a un développement
dans le bassin aquitain de la géothermie qui est un peu moins important que celui du bassin parisien qui reste exceptionnel, mais il y a aussi beaucoup de géothermie en Aquitaine, environ une vingtaine d'installations. Il y a également des ressources géothermales en Alsace, des ressources qui sont plus profondes que dans le bassin parisien, mais qui sont également plus chaudes et qui permettent des utilisations à la fois pour l'industrie, pourquoi pas du chauffage urbain, mais aussi des utilisations pour produire de l'électricité. Aquitaine, Alsace, Île-de-France, les régions géothermiques françaises ne manquent pas. Mais est-ce que l'eau utilisée pour les centrales a les mêmes propriétés dans toutes ces régions ? Alors, toutes les eaux qui sont utilisées pour la géothermie ne sont pas les mêmes. Il y a des variations en termes de salinité. Par exemple, les eaux du bassin aquitain sont beaucoup moins salées que celles qu'on va rencontrer dans le bassin parisien, qui sont elles-mêmes beaucoup moins salées que celles qu'on va rencontrer en Alsace. Donc il y a une grande variété de types d'eau et chaque type d'eau nécessite des conditions d'exploitation différentes. Si on a une eau qui est moins salée, on a moins de problèmes entre guillemets d'exploitation, c'est-à-dire que potentiellement on aura moins de phénomènes de corrosion et dans certains cas on pourra même envisager de rejeter cette eau dans le milieu naturel si elle présente des caractéristiques qui sont proches de la nappe d'eau superficielle ou même des cours d'eau qui sont en surface. Oui, enfin, la technique la plus couramment utilisée reste celle du doublé avec un puits qui pompe l'eau et un puits qui la réinjecte dans la nappe. En parlant de nappe, a-t-on exploré et exploité toutes les nappes françaises ? En France, il y a encore énormément de ressources géothermales qui sont méconnues et que l'on pourrait utiliser. C'est vrai dans le bassin parisien, c'est vrai également dans d'autres régions que sont le couloir rhodanien, le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, voire le nord de la France. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire et de travail à faire pour reconnaître ces ressources et pouvoir les utiliser dans le futur pour des besoins de chaleur, d'électricité ou de production d'eau chaude. Il y a plusieurs types de géothermie. La géothermie basse énergie qui produit de la chaleur et la géothermie dite haute énergie qui produit de l'électricité. Haute comment ? C'est que j'ai un peu le vertige moi. Alors la géothermie haute énergie fait appel à des ressources en eau qui ont des températures supérieures à 100 degrés. C'est-à-dire qu'on pourra à ce moment-là non plus utiliser la calorie qui est contenue dans l'eau, mais utiliser la vapeur d'eau pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Donc là, dans ce cas-là, on produit de l'électricité et non de la chaleur. Ouf, rien à voir avec la hauteur, mais plutôt avec la température de l'eau. En France, il y a seulement 2 centrales de production d'électricité grâce à la géothermie haute énergie. Allons visiter l'une d'elles, la centrale de Bouillante qui fonctionne depuis plus de 30 ans. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et votre maillot de bain, car elle se trouve, en Guadeloupe. Aujourd'hui, la centrale de géothermie de Bouillante produit environ 15 MW d'électricité qui est distribuée sur le réseau électrique de la Guadeloupe et consommée en Guadeloupe. Et cette quantité d'énergie représente 4 à 5% de la totalité de l'électricité qui est consommée sur l'île. Quel est l'intérêt d'utiliser de la géothermie haute énergie dans les territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe ? La géothermie haute énergie est un mode de production d'énergie qui est extrêmement intéressant d'un point de vue environnemental. D'abord, c'est une énergie locale qui est donc appartient au territoire. C'est une énergie qui n'émet pas de CO2 dans l'atmosphère et aucun gaz à effet de serre, donc c'est tout à fait protecteur vis-à-vis de l'environnement. Et donc c'est une énergie en plus dans les zones tropicales, notamment en Guadeloupe par exemple, qui peut fonctionner quelles que soient les conditions climatiques. C'est-à-dire même en période cyclonique, bien évidemment sauf s'il y a un problème sur le réseau de distribution, mais la production d'électricité par géothermie peut se poursuivre même si les conditions climatiques sont extrêmement difficiles. Direction l'Afrique ou plus précisément le Grand Rift africain. Cette structure située entre 2 plaques tectoniques est un lieu privilégié pour la géothermie. En effet, ici, la croûte terrestre est plus fine. La vapeur peut donc sortir plus facilement pour créer de l'électricité et certains pays ont décidé d'en profiter. Il y a des zones du monde dans lesquelles la géothermie haute énergie se développe beaucoup en ce moment. C'est vrai en Afrique, et notamment au Kenya. Il y a d'énormes champs avec des productions de plusieurs centaines de mégawatts d'électricité. Et le Kenya fait un effort particulier pour insérer ce mode de production d'énergie sur son territoire en respectant l'environnement et en respectant surtout les populations qui se situent à proximité de ces centrales de production d'énergie. Et le Kenya ne ménage pas ses efforts. Entre 2010 et 2015, le pays a presque triplé sa production d'électricité provenant de la géothermie. Et il ne s'arrête pas là.
L'objectif pour 2020 est de la tripler de nouveau pour arriver à 1500 mégawatts électriques, l'équivalent de 2 tranches de centrales nucléaires. Mais pourquoi un pays comme le Kenya s'investit-il autant dans la géothermie ? Un des grands avantages pour les pays en voie de développement d'exploiter la géothermie, c'est de disposer d'une énergie locale qui leur appartient. Ils ne sont pas dépendants. Ils gagnent en autonomie énergétique. Ça leur permet également d'avoir une énergie à un coût qui est tout à fait compétitif et surtout une visibilité sur le coût de cette énergie. C'est absolument pas dépendant des variations du prix du pétrole ou d'aucune spéculation et donc ils ont une visibilité sur la production d'énergie dans leur pays. La production d'énergie géothermique est également un produit que l'on peut exporter. Certains pays produisent, compte tenu de leurs ressources locales, peuvent produire des quantités d'énergie importantes qui peuvent d'ailleurs être exportées vers les pays voisins. Hola, ¿cómo está? Por favor, gracias. Je révise mon espagnol, car nous allons maintenant au Costa Rica, un pays d'Amérique centrale dont la devise nationale est Pura Vida, ou la vie pure. Ça donne envie, non ? Le Costa Rica est un pays tout à fait particulier, dans lequel la valeur, la nature, la biodiversité a une importance primordiale. C'est un pays qui a choisi de ne pas utiliser le PIB comme étant un indicateur de sa santé économique, mais qui utilise plutôt le bien-être et qui utilise justement le respect de la nature comme une valeur sûre pour le développement du pays. Donc le Costa Rica est un pays qui mise beaucoup sur la protection de l'environnement, de sa biodiversité et des ressources naturelles. Et donc la géothermie est mise en avant et il y a une vraie politique de développement de cette production d'énergie au Costa Rica qui est vraiment un modèle que beaucoup de pays essaient de suivre. Objectif atteint, en effet. Depuis plusieurs années, le Costa Rica arrive premier dans le classement HPI, ou Indice de la planète heureuse, un indicateur économique alternatif qui classe les pays selon leur empreinte écologique, le bien-être de leurs habitants et leur espérance de vie. Pas mal, hein, quand on sait que la France occupe la 44e place. Mais alors, le Costa Rica développe quel type de géothermie ? Au Costa Rica, c'est essentiellement de la production d'électricité, donc de la géothermie haute énergie. S'agissant d'une région tropicale, les besoins en chaleur ne sont pas énormes, mais par contre les besoins en électricité sont extrêmement importants. En route vers le nord, en Suède plus particulièrement, pour parler de géothermie superficielle ou géothermie très basse température ou encore géothermie très basse énergie. Oula, ce type de géothermie a beaucoup de noms, hein. Je suis un peu perdue, moi. Comment fonctionne la géothermie superficielle ? Ou la géothermie très basse énergie ? Ou enfin, bref, comment fonctionne-t-elle ? La géothermie très basse énergie utilise la chaleur qui est contenue dans les premiers 100 voire 200 mètres du sol. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser cette énergie qui est contenue dans le sol. Soit on utilise la chaleur qui est contenue dans la roche, donc on va faire par exemple des sondes géologiques, géothermiques verticales, ou bien on va utiliser la chaleur qui est contenue dans les nappes d'eau superficielles, les aquifères superficiels dont on va tirer la chaleur. Donc à ce moment-là, on va faire des puits et on va exploiter de l'eau. Les installations de géothermie très basse énergie sont en général s'appliquent à des installations de plus petite taille. On a effectivement, ça va du pavillon individuel, de la maison individuelle, à des zones d'activité commerciale ou alors des bâtiments tertiaires avec des bureaux, des logements ou des installations de type collège, lycée, des choses comme ça, ou des bâtiments administratifs. Mais en général, la géothermie très basse énergie s'intéresse à des installations de plus petite taille. La Suède est l'un des leaders mondiaux de la géothermie très basse énergie. Dans ce pays, près de 95% des maisons neuves en sont équipées. En fait, il y a une politique très incitative auprès des particuliers en Suède pour qu'ils installent dans leurs habitations des systèmes de production d'énergie renouvelable. Et une des productions d'énergie renouvelable qui a été le plus promue en Suède est la géothermie très basse énergie. Donc il y a beaucoup de maisons individuelles qui se chauffent à partir de ce type d'énergie. Et moi alors, en tant que particulier, est-ce que je peux installer de la géothermie très basse énergie dans ma nouvelle maison ? Alors tout particulier et tout propriétaire peut effectivement faire de la géothermie dans son pavillon pour se chauffer, pour se rafraîchir. C'est accessible partout en France. Il faut se renseigner sur les possibilités techniques et sur les aides dont vous pouvez disposer pour faire ce type de production d'énergie à l'échelle de votre pavillon.
Oui, enfin, avec un investissement de départ d'environ 100 à 150 € par mètre carré d'habitation, est-ce vraiment rentable ? La géothermie en général et la géothermie très basse énergie sont des types de production d'énergie extrêmement rentables. Il faut faire un investissement au départ, puisqu'il faut investir dans des puits, dans des forages, et ça coûte effectivement un petit peu d'argent. En revanche, quand on fait ces forages, on a également sur la durée un stock d'énergie disponible qui est extrêmement important, et ça rend cette énergie particulièrement compétitive et intéressante d'un point de vue économique. Alors quels sont les avantages de la géothermie pour l'environnement, mais aussi d'un point de vue économique ? Combien de temps peut-on exploiter une nappe d'eau souterraine ? Voici quelques-unes des grandes questions que nous avons posées à nos experts. En géothermie basse énergie, l'eau chaude qui est captée par l'intermédiaire des forages n'est pas celle qui circule dans le réseau de chaleur ou dans les radiateurs des habitations. Cette eau, elle passe dans un échangeur de chaleur qui va permettre de transférer les calories entre l'eau du forage et le réseau de chauffage. Et dans ce réseau de chauffage circule de l'eau de ville, c'est-à-dire de l'eau du robinet qui est distribuée de l'eau potable. Et c'est donc cette eau de ville qui est utilisée et qui est réchauffée, qui est ensuite distribuée dans les radiateurs et dans les habitations. Donc les avantages économiques de la géothermie sont essentiellement liés au fait qu'on dispose d'un stock d'énergie extrêmement important dans le sous-sol qui permet d'avoir une très bonne visibilité du prix de l'énergie dans l'avenir. C'est-à-dire que le coût de cette eau chaude, il est stable dans le temps. C'est tout à fait un modèle économique contraire à celui des énergies fossiles, par exemple. Et les études montrent que sur les 40 installations qui fonctionnent aujourd'hui en Île-de-France, notamment à partir de géothermie basse énergie, sur les réseaux de chaleur qui utilisent ce type d'énergie, l'énergie est très compétitive par rapport aux autres productions d'énergie, notamment le gaz, où la géothermie est environ 15% moins chère en moyenne, mais surtout, évidemment, beaucoup moins chère que l'électricité ou le fioul. C'est une énergie qui permet de produire des quantités de chaleur importantes en utilisant une ressource qui est locale, c'est-à-dire qui est située sous le pied des habitants qui l'utilisent. C'est une ressource donc qui permet de localiser des emplois et de ne pas les délocaliser. Les avantages environnementaux de la géothermie sont importants, puisqu'ils permettent effectivement d'alimenter des milliers de logements dans des villes denses à partir d'une énergie renouvelable qui est la géothermie. Il n'y a pas de combustion ou de rejet de gaz à effet de serre. Nous puisons simplement de l'eau chaude dans le sous-sol. Nous réinjectons cette eau refroidie, puisque nous prélevons les calories, mais nous réinjectons intégralement cette eau également dans le sous-sol. Donc il n'y a pas du tout de prélèvement de matière. Donc c'est une énergie qui est particulièrement vertueuse à ce titre vis-à-vis de l'environnement. Pour citer un exemple, sur notre réseau de chaleur, nous évitons environ 36 000 tonnes par an de gaz à effet de serre grâce à la substitution de chaufferies traditionnelles par le réseau de chaleur géothermique. Donc si on fait un bilan environnemental global, nous permettons de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sur les utilisateurs qui sont raccordés sur ce réseau. En géothermie basse énergie, on peut utiliser la ressource dans la mesure où on la gère correctement sur des dizaines d'années, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les nouvelles installations qui sont réalisées aujourd'hui au Dogger dans le bassin parisien sont faites pour fonctionner au moins 50 ans. Mais comme toute ressource en eau, l'eau qui sert à faire de la géothermie basse énergie doit être gérée dans le temps. Il ne faut pas surexploiter la nappe, auquel cas on pourrait voir sa pression, la pression du réservoir baisser et avoir des problèmes de quantité. Par ailleurs, il faut être vigilant également aux quantités d'eau et aux températures auxquelles on réinjecte l'eau dans le puits de réinjection, puisque à terme, il y a également un risque d'avoir de l'eau froide réinjectée qui vienne refroidir la partie chaude du réservoir. Donc il faut faire une gestion sur le long terme de cette ressource, mais en tout cas, en termes d'exploitabilité de cette ressource, on part sur des durées de plusieurs dizaines d'années, et en général une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Alors la géothermie a un tarif compétitif pour les utilisateurs. Alors après, chaque réseau de chaleur a son propre tarif, puisqu'il a ses propres coûts de fonctionnement, ses propres coûts d'investissement.
On a la chance ici d'être sur un réseau de géothermie important. Donc je donne un exemple. En général, l'énergie de chauffage la moins chère qui est en général citée, c'est le gaz naturel. Nos tarifs sont en moyenne 40% inférieurs au gaz naturel. Donc ça permet à l'utilisateur de bénéficier à la fois d'une énergie à faible contenu carbone, puisque notre contenu carbone est à peu près 4 fois inférieur à un système de chauffage à énergie fossile, que ce soit du gaz naturel ou du fioul domestique. Et puis ça permet également d'avoir une dimension sociale, puisqu'on alimente quand même environ 50% de logements sociaux sur les réseaux de chaleur, et ça permet donc à l'utilisateur d'avoir une énergie pour le chauffage ou le chaud sanitaire économique par rapport à des solutions traditionnelles. L'énergie géothermique, basse énergie, est extrêmement intéressante d'un point de vue économique pour les personnes qui sont chauffées par ce mode de production. C'est une énergie qui est moins chère en moyenne que le gaz, le fioul ou l'électricité, bien sûr. Et en plus, c'est extrêmement intéressant pour les abonnés, pour les personnes qui sont chauffées par ce mode d'énergie, de savoir qu'ils utilisent et qu'ils sont chauffés par un mode de production d'énergie renouvelable, local et durable. On distribue de la chaleur sous forme d'eau chaude qui va pouvoir alimenter n'importe quel système de production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, y compris dans les équipements anciens. Donc c'est le gros intérêt de ces réseaux de chaleur géothermique, c'est que nous allons alimenter des bâtiments qui ne sont pas forcément des modèles énergétiques, donc des bâtiments anciens, des logements HLM, des copropriétés, des équipements publics, des piscines, des écoles, des mairies, des gymnases, des industriels, des hôpitaux qui sont également raccordés sur le réseau de chaleur. Et donc en fait, on n'a pas besoin d'adapter les installations de chauffage à la géothermie. C'est nous qui nous adaptons pour fournir le régime de température qui convient à chaque bâtiment qui va être raccordé. Voilà, et pour conclure ce dossier, une petite question pour vous. En Île-de-France, combien de logements sont-ils chauffés grâce à la géothermie ? 20 000, 350 000 ou 1 200 000 ? Pour répondre, c'est juste en dessous. Et si ce dossier vous a plu, si vous voulez nous aider, surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à tiper, à mettre des pouces bleus et à diffuser l'Esprit Sorcier partout autour de vous. Voilà, on se retrouve bientôt sur l'espritsorcier.org et sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. Ciao!